Il y a 318 ans, exactement le 2 juillet 1706, au royaume Congo, une femme de 22 ans est faite passer vive sur un bûcher avec son compagnon, à cause du message qu'elle véhiculait. Un message d'unité, d'amour, de restauration, de patriotisme et surtout de réunification. Est-ce réellement un problème de message ou simplement parce que les intérêts de certains étaient menacés? Vous l'avez probablement compris, il s'agit de King Pavita, la révolutionnaire africaine. Son histoire a parcouru le monde depuis plus de 3 siècles maintenant. Pour mieux comprendre ce qui s'était passé, mais dans un angle un peu différent de ce que proposent les autres, nous allons faire un voyage dans le temps, là où tout a commencé. À une époque, les chefferies et petits royaumes couvraient toute la région en aval de l'actuel fleuve Congo, aussi bien au nord qu'au sud. C'est de l'une de ces chefferies qu'émergea le royaume Congo, et plus précisément la chefferie Vungu. Le père du royaume Congo, Nimilokeni, fonda Mbanza Congo, et son royaume se construisa par alliance avec les chefs locaux. La date exacte de la création du royaume est peu connue, mais les spécialistes pensent qu'il a été fondé à la fin du XIVe siècle, 1390 ou au plus tard 1400, et d'autres encore pensent que c'était un siècle avant. Il y aura d'autres royaumes dans la région, comme le royaume Tio, Tamomateke, qui selon certains est antérieur au royaume Congo, mais nous n'avons pas de source établie, et le royaume Luango qui viendra bien après. Au XVe et XVIe siècle, le royaume Congo exerçait une hégémonie sur toute la région, entre le plateau de Bengueladie, au centre de l'Angola, et les plateaux Bateke, entre la République du Congo et le Gabon, mais aussi de la mer au-delà de la rivière Congo. Vers 1500, les frontières du royaume suivaient la rive du fleuve Zaïre, de l'embouchure jusqu'à son confluent avec l'Inkissi, et dépassaient le fleuve par endroits vers le nord, notamment au Mayanga. Les estimations de la superficie varient à 2 500 000 km². Pour faire simple, le royaume Congo couvrait une bonne partie de l'Angola, le sud de la République démocratique du Congo, le sud du Congo-Brazzaville, une petite partie du sud-ouest du Gabon, notamment jusqu'à Mayumba. Le royaume à proprement parler était très peuplé, mais nous ne disposons que d'estimations. Par rapport à sa population, il y a plusieurs chiffres, mais la plupart des auteurs acceptent le chiffre de 2 millions. C'était un royaume très bien organisé. En effet, le royaume Congo était divisé à la base en une grande ville, la capitale Mbanza Congo, et des campagnes. 3 couches sociales bien définies coexistaient, la noblesse, les villageois, ainsi que les captifs. Ils se différenciaient par leur statut légal, leurs occupations, ainsi que leur style de vie. La noblesse était la charpente du royaume et la ville en était le moyeu. Les nobles vivaient en ville, sauf lorsqu'ils devaient se déplacer pour s'occuper des commandements en province. La royauté était élective. Le conseil royal comprenait 12 membres, dont 4 femmes, représentant les clans des grands-parents du roi. Malgré cette institution, les luttes pour la succession ont été monnaie courante. À la suite de l'une d'entre elles, opposant les seigneurs du nord et ceux de la capitale et du sud, Nzingambemba, connu aussi sous le nom d'Afonso Ier, succéda à son père Nzingakuvu en 1506. La victoire d'Afonso Ier marqua le début du règne le plus long que connut le Congo, de 1506 à 1543. Le rôle de ce roi a été crucial. Il ouvrit le pays au Portugal, entraînant ainsi une réorganisation économique et politique considérable à une assimilation voulue d'éléments du christianisme, qui s'y implanta de façon définitive. Chrétien depuis 1491 et protecteur des rares missionnaires avant 1506, ce chef de faction, une fois roi, fit rapidement de l'Église catholique la religion d'État, dirigée par son fils Henri, de 1518 à 1536, en tant qu'évêque consacré à Rome. Par la suite, l'évêché tomba sous le contrôle du Portugal. La traite des à la base vue d'un mauvais œil par le roi, s'intensifia à partir de 1514. Afonso Ier tenta d'en devenir maître, tout comme le souverain du Portugal avait voulu le faire, par l'organisation de monopoles royaux, puis, en 1526, de l'abolir. Cela ne réussit pas et même les monopoles royaux
furent constamment battus en brèche par les Afro-Portugais de Sao Tomé et les voisins du royaume, tant sur le côte du Luango qu'au Ndongo, et même à Luanda, partie intégrante du royaume. Changement de cap, le roi utilisa les revenus procurés par la traite et le commerce de l'ivoire et des tissus de raffia pour faire venir des techniciens et surtout des missionnaires portugais. Avant la fin de son règne, la vie sociopolitique avait été transformée. Le fossé entre noblesse et gens du commun s'était creusé. La cour du Congo utilisa les revenus du commerce pour financer les techniciens et missionnaires portugais, ainsi que les études en Portugal des nobles locaux. Une grande partie de ces fonds était également consacrée à l'importation de produits de luxe, tels que tissus et vins, que le roi redistribuait à la noblesse. Ces biens devinrent rapidement des symboles de statut et, à la fin du règne d'Afonso Ier, l'ensemble des revenus leur était destiné. Sous les successeurs d'Afonso Ier, les mêmes tendances se poursuivirent, malgré les tentatives de Diogo Ier de limiter les effets de l'incursion européenne. La puissance relative du Congo diminua, surtout par rapport au Ndongo qui se fortifiait grâce notamment au trafic clandestin avec Sao Tomé. En 1561, le Congo s'isola presque totalement du Portugal, mais la mort consécutive de 2 rois au cours d'une guerre contre les Tchou du Pôle en 1566 et 1567 entraîna un désarroi qui tourna à la catastrophe avec l'éruption de guerriers, appelés les Yaga ou les Yaka, provenant de l'Est. La cour royale se réfugia sur une île du Bas-Zaïre, tandis que de nombreux habitants furent réduits en esclaves et vendus notamment à Sao Tomé. Le roi sollicita l'aide du Portugal, qui dépêcha des troupes pour reprendre le contrôle du Congo entre 1971 et 1973, bien que ses forces ne se retirèrent qu'en 1975-1576. Cette intervention marqua la fin de l'hégémonie du Congo, d'autant plus que les Portugais établirent une colonie en Angola en 1575 et intensifièrent leur commerce dans la région. En effet, en 1575, Paulo Dias de Noveas obtient l'autorisation de coloniser le Ndongo, donnant naissance à la colonie d'Angola. Il fonde Luanda en 1576, devenant un centre de la traite des... Cette expansion provoqua une guerre prolongée avec le Ndongo, commençant en 1579, après le mariage des Portugais à la cour du roi local. Ce conflit dura jusqu'en 1671. Marqué par des alliances fluctuantes et la destruction du royaume par les Portugais et leurs alliés Yaka. Au début des années 1600, les Portugais collaborèrent avec les Yaka pour conquérir une grande partie du Ndongo, entre 1617 et 1621, provoquant famine et ruine. Un traité de paix fut négocié en 1622-1623 par Nzingambande, sœur du roi du Ndongo, qui devint reine en 1626, mais avait déjà le pouvoir en 1624 après la mort de son neveu. Nzinga opposa une résistance acharnée en formant un centre d'opposition au régime portugais à Matamba et en s'alliant temporairement aux Hollandais après leurs occupations de Luanda en 1641. Et par rapport à cette histoire, vous trouverez une vidéo qui a été faite à ce sujet. Pendant ce temps, le royaume de Congo, bien qu'affaibli, réussit à préserver son indépendance grâce à des alliances diplomatiques avec le Vatican et des manœuvres opposant les puissances européennes entre elles. Toutefois, il perdit en 1622 l'île de Luanda et d'autres territoires face aux Angolais alliés aux Yaga, ainsi que la province de Soyo en 1636, qui devint indépendante. Cette dernière conserva toutefois une influence sur l'élection du roi du Congo. En 1641, Garcia II accéda au trône sans l'approbation des électeurs, marquant un tournant dans la structure politique du royaume. Les Hollandais, la même année, occupèrent Luanda et une grande partie de la colonie anglaise, mais furent expulsés en 1648 par une flotte venue du Brésil. Cette période marqua la domination brésilienne sur le commerce de l'Angola jusqu'en 1730.
Garcia II, qui entre-temps est devenu roi du Congo, s'allia aux Hollandais contre les Portugais, mais dut composer avec eux grâce à l'intervention de missionnaires capucins arrivés à partir de 1645. Le royaume du Congo subit de lourdes pertes. En 1665, Antonio Ier fut de fait et lors de la bataille de Mbouila, entraînant une civile. Banza Congo fut détruite en 1666, puis abandonnée en 1678, ce qui désintégra l'organisation politique du royaume une fois de plus. Les troubles internes affaiblissent le royaume. C'est dans ce contexte et atmosphère qu'une figure marquante, Dona Beatriz, dite Kimpavita, comme sa prédécesseur et mentor Apollonia Mafuta, se leva en 1704 et prêcha la réunification du Congo et la restauration de Mbanza Congo. Le royaume du Congo est dévasté par une guerre civile opposant plusieurs maisons, exacerbée par des factions secondaires. Ces conflits alimentent le commerce portugais, provoquant des pertes humaines considérables et affaiblissent structurellement le royaume. Kimpavita naît à Kibongo en 1684. Dans un contexte de guerre civile, issue de l'aristocratie, elle grandit au milieu des luttes politiques et développe un intérêt pour les affaires du royaume. Elle intègre la guilde spirituelle des Ngangamarinda, en particulier la sous-société Kimpasi, axée sur la médiation sociale et spirituelle. Les Capucins, arrivés à Kibongo au XVIIe siècle, brûlent les maisons des Kimpasi et excommunient les initiés. Ils considèrent leurs pratiques comme de la sorcellerie, en opposition aux enseignements chrétiens. Face à cette persécution, Kimpavita abandonne les Kimpasi, voyant cette rupture comme une opportunité pour intégrer les cercles politiques. Kimpavita, alors âgé de 20 ans, tombe gravement malade. Nous sommes en 1704. Pendant un état semi-comateux, elle a une vision de Saint Antoine qui lui apparaît vêtu d'un habit de capucin. Selon cette vision, elle est investie d'une mission, un message, la restauration du royaume du Congo, ravagé par les guerres civiles et les effets destructeurs du commerce d'esclaves. À son réveil, elle recouvre ses forces et commence à prêcher avec passion. Selon elle, ni les autorités royales ni ecclésiastiques n'étaient capables de restaurer le royaume, nécessitant une nouvelle voie et un pouvoir alternatif qu'elle incarnait. Le roi Bernardo, farouchement opposé à ces actions, se sentit menacé, d'autant plus que des récits miraculeux entouraient Dona Beatriz, notamment des arbres se redressant sur son passage. Face à son influence croissante, le père Bernardo et le roi Pedro, hésitant mais alarmés, la convoquèrent pour un interrogatoire officiel. Placée sous protection royale, Dona Beatriz fit face à ses accusateurs avec une attitude énigmatique et des gestes jugés étranges, renforçant l'aura mystique qui l'entourait. L'indécision de Pedro offrit à Dona Beatriz la liberté de construire un mouvement et d'étendre sa voix et son message aux régions et districts qui se trouvaient sous la juridiction d'autres dirigeants. Elle se rendit d'abord à Bula pour se présenter au roi Joao, dont l'administration couvrait près de 160 km de la rive sud du fleuve Congo. Au roi Pedro, le père Bernardo a exposé sa position sans équivoque. Il a insisté sur le fait que Dona Beatriz était une sorcière possédée par le diable. Avec le soutien du roi, en étant autorité laïque du pays, lui, symbole de l'autorité chrétienne, serait tout à fait heureux de mener toute action vigoureuse nécessaire pour éteindre la flamme du mouvement de Dona Beatriz avant qu'elle ne prenne de l'ampleur et ne devienne dangereuse. De son côté, Pedro se trouvait pris dans un dilemme politique. Il se trouvait entre la nécessité du soutien de l'Église dans un équilibre précaire du pouvoir et le danger de la croissance d'un mouvement populaire qui pouvait potentiellement être récupéré, sinon par lui-même, du moins par ses ennemis. Dona Beatriz continua à voyager et à prêcher, et elle arriva à Mbouli, où elle commença à prêcher comme d'habitude dans le camp du colon Manuel de Cruz Barbosa. Le colon Manuel da Cruz Barbosa, voyant en elle une menace pour l'ordre établi, demanda au roi Pedro l'autorisation de l'arrêter et de la décapiter. Seulement, le roi hésita et ne donna pas suite à cette demande. En fin novembre au début décembre 1704, Manuel da Cruz Barbosa se rendit à Sao Salvador
Au nom du roi, il exigea de voir la bourse de brocart et son contenu. La bourse, selon Kipavita, avait été déposée dans la chapelle de l'ancien hospice des Capucins de Sao Salvador, où elle était sous la protection d'anges qui veilleraient à ce qu'on ne la voie jamais. De plus, elle affirma que quiconque tenterait de le faire mourrait. Un message fut envoyé à la cour de Pedro pour l'informer de tout cela, ajoutant que Da Cruz Barbosa estimait que si c'était un mensonge, alors tout le reste l'était probablement. Cela finit par convaincre Pedro qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir. Et à la fin de 1704, il avait rassemblé une armée et se préparait à avancer sur la capitale royale dès que les fêtes de Nouvel An seraient terminées. Bien qu'elle n'ait qu'une vingtaine d'années, elle semblait néanmoins avoir une solide compréhension de la dynamique du pouvoir. Le père Lorenzo fut profondément bouleversé lorsque les villageois locaux, pour la première fois de mémoire d'âme, refusèrent d'amener leurs enfants pour que le frère itinérant les baptise. Au lieu de cela, ils se tournèrent vers An et Tite-Antoine, qui étaient déjà dans le district et réclamaient la sanction divine par une personne ressuscitée d'entre les morts. Le père Lorenzo a immédiatement retrouvé cet individu et a procédé à ce qui était en fait une arrestation citoyenne. Ce n'est que sous la menace directe de l'excommunication et de l'incendie de leur village que les gens ont commencé à amener leurs enfants pour être baptisés. Mais il s'en est suivi une brève et tendue confrontation avant que le père Lorenzo ne quitte le district en toute hâte, le petit Antoine toujours en détention. Kipavita, de son côté, noua une relation avec un homme du nom de Joao Barro, à qui elle donna le nom de Saint Jean et qu'elle adopta comme principal ange gardien. Elle tomba enceinte à 3 reprises et si les 2 premières fois elle réussit à provoquer un avortement grâce à la médecine traditionnelle, la 3e fois, elle échoua. Ce fut potentiellement un désastre simplement parce qu'elle avait déclaré la chasteté une discipline essentielle de son cercle intime et du corps des petits Antoine. Une règle qu'elle ne respectait manifestement pas elle-même. Un jour, un bébé naquit, nommé Antonio, en l'honneur du saint qui avait possédé son corps. Puis, comme le raconte l'histoire, le bosquet dans lequel elle avait accouché et reposait en convalescence postnatale fut découvert par un groupe d'ambassadeurs se déplaçant entre les camps en guerre de la reine Anna et du roi Pedro. Et entendant le cri d'un bébé, ils quittèrent le sentier pour aller enquêter. Ils y trouvèrent la mère, le père et l'enfant. Et ainsi Dona Beatriz, dite Kipavita, Barro et l'enfant tombèrent entre les mains des dirigeants de Quilanza sans qu'une goutte de ne soit versée. Lorsqu'on lui demanda s'il était le père de l'enfant, Barro le nia d'abord. Et lorsqu'on lui demanda d'où venait le bébé, Dona Beatriz essaya d'abord de prétendre que l'enfant était le produit d'une conception immaculée. Et lorsque Kipavita, Dona Beatriz, fut présentée à Pedro, il s'était dit qu'elle n'était pas un adversaire politique, mais soit une chef religieuse, soit une hérétique, peut-être les deux, ce qui la plaçait non pas sous sa juridiction, mais sous celle de l'Église catholique. Sa décision fut donc de l'envoyer sous escorte armée à Luanda pour qu'elle soit jugée par l'évêque pour des motifs religieux. Lorsque le père Bernardo eut vent de cette tournure fortuite des événements, il se hâta d'intercepter le transfert. Il évoqua le risque que les partisans de Kipavita attaquent la colonne et la libèrent. De plus, il avertit Pedro que l'évêque, qui était jésuite et non capucin, et donc par définition plus indulgent, ne s'intéressait pas à la politique de la situation. Il allait inévitablement se contenter de punir Kipavita d'une légère réprimande, peut-être une amende ou une simple pénitence, puis la renvoyer chez elle. Ses partisans interpréteraient sûrement cela comme une preuve de soutien et de l'approbation de l'Église à son mouvement. En juin 1706, il s'adressa au roi Pedro, l'exhortant à juger lui-même Kipavita et à la condamner. Elle fut ensuite interrogée par le père Bernardo,
Et de cette série d'entretiens ressort l'impression que bien que Kimpavita ait reconnu le péché implicite de sa grossesse et ait en outre admis que cela tendait à la délégitimer en tant que réceptacle de la possession de Saint Antoine, elle ne nierait ni ne refuterait l'authenticité de cette possession. Sa vertu avait été gaspillée par sa grossesse et elle se retrouva donc dans la position où elle se trouvait. Mais cette vertu, lorsqu'elle n'était pas souillée, était authentique. Un conseil royal se réunit alors. Le père Bernardo, se tenant en évidence absent afin de maintenir l'affection selon laquelle il n'était pas impliqué, et qu'il s'agissait d'une affaire laïque. À sa conclusion, le conseil rendit un verdict de culpabilité, présumé pour sorcellerie et hérésie. Et Kimpavita et João Barro furent tous deux condamnés à mort par le bûcher. Le père Bernardo fut rejoint par le père Lorenzo da Luca et le père Giovanni Paolo. Et le jour suivant, soit le 30 juin 1706, les trois prêtres siégèrent au conseil pour prononcer la sentence formelle sur le couple condamné. Donna Beatrice fut présentée au conseil pour la première fois, alourdie par des chaînes et portant son enfant en bas âge. À ce moment-là, sans doute en raison d'un état de terreur, elle semblait incohérente. On lui informa alors qu'elle serait mise à mort pour le bûcher sans droit d'appel. La date de l'exécution tomba le 2 juillet 1706. Une énigme se présenta lorsque son enfant fut amené pour être baptisé avant de rejoindre sa mère sur le bûcher. Alors qu'elle et João Barro reçurent l'ordre de s'asseoir dans la cour extérieure du palais, où les fagots de bois étaient visiblement empilés, le père Lorenzo se débattit avec sa conscience au sujet de l'enfant. Il ne semblait pas y avoir de raison de condamner un bébé innocent à un sort aussi horrible. Il ordonna donc un bref report des exécutions et se précipita au palais pour localiser Pedro. Pedro, selon le père Lorenzo, était bouleversé par toute cette affaire. Il refusa d'abord d'épargner l'enfant, arguant que l'enfant était le fruit d'un arbre empoisonné. Une sorte de bataille de volonté s'ensuivit jusqu'à ce que le père Lorenzo invoque l'imagerie puissante de la foi, brandissant son crucifix et implorant la vie de l'enfant au nom du Christ. Après cela, Pedro accepta finalement et le père Lorenzo se dépêcha de sortir soulevant l'enfant des bras de sa mère. Il offrit ensuite une dernière bénédiction au condamné et son consentement à l'exécution de la sentence. Selon d'autres versions, le bébé n'y était pas épargné. Alors que les condamnés gisaient et à peine conscients, les prêtres ordonnèrent qu'ils soient empilés sur un tas de bois et qu'on les brûle. Le père Bernardo, dans son rapport officiel, a fait remarquer à propos de leur fin que le temps de dire une prière, ils rendirent leur âme. En conclusion, la guerre ne fut pas décisive ni rapide. On peut au moins dire que le roi Pedro, malgré sa nature hésitante, rassembla suffisamment de détermination pour combattre et gagner. Son assaut final contre l'occupation de Pedro Kibenga débuta le 15 février 1709, plus ou moins 3 ans après la mort de Kimpavita. Et les Antonins et leurs alliés furent finalement chassés de la ville. Cela aurait pu apparaître à première vue comme la restauration tant attendue du royaume. Mais ce n'était pas le cas. Et lorsque le roi Pedro mourut en 1718, il n'avait régné que sur un royaume aussi fracturé et désuni qu'il l'était avant sa victoire. À partir de 1709, bien que le trône fût restauré, le royaume n'était plus qu'une mosaïque de principautés rivales. D'ailleurs, Manuel II de Congo, qui succéda à Pedro IV en 1718, gouverna un royaume nominalement restauré, mais à cette époque, il était déjà soumis à l'avancée constante du contrôle impérial portugais. Ironiquement, le royaume congolais a continué d'exister techniquement comme une sorte d'anachronisme jusqu'au XXe siècle. Et après une brève et désespérée rébellion militaire en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, les Portugais ont officiellement aboli le royaume. En résumé,
Kimpavita émerge comme une figure spirituelle et politique dans une période de crise profonde, s'appuyant sur ses visions pour unir un peuple désespéré et raviver la grandeur perdue du Congo en annonçant en message la réunification du Congo. Telle est l'histoire de cette dame.